J'ai oublié de vous dire que l'Assemblée générale était close, hein. Donc maintenant, nous sommes dans une conversation, mettons, assez libre. J'accueille également des gens qui viennent de très loin, qui viennent des Antilles, qui sont les représentants de la Guadeloupe. Et nous vous saluons, mesdames, et nous espérons que nous aurons beaucoup de rapports avec vous, grâce à Dominique Chor et à notre délégué général. Bienvenue, chères mesdames. Nous saluons également le docteur Bondil qui prendra la suite. Et je ne vous présente plus le professeur Olivier Cusneau. Je vous ai raconté mon histoire d'ailleurs. Ça fait depuis 22, 3 ans ou 4 ans qu'il est avec nous. Et je disais même qu'on était ensemble chez Françoise Bachet. Ça vous dit quelque chose, hein? On était presque tous les mois. Françoise Bachet était l'épouse du professeur Mangin, qui était le patron de l'AFU à l'époque. Et si je suis le père de l'ANAMACAP, le professeur Mangin et Olivier Cusneau sont les grands-pères. Et sur ma droite, eh bien, il y a le number one de l'incontinence. Si, c'est vrai. Et j'ai fait une conférence avec lui. Il a un bagou extraordinaire, hein. Alors vraiment, c'était à Limoges, hein, je crois, hein. Là, on était tous sciés. Et je me souviens d'une anecdote qu'il avait dit, parce que les urologues racontent parfois que suite à leur prostatectomie, le taux d'incontinence est de 4, 5, 6%. Et le François de suivre derrière et de dire, bon, écoutez, dans la population générale, le taux d'incontinence est de 8-9%, ce qui veut dire que pour avoir uniquement 6%, c'est-à-dire moins que dans la population générale, le conseil est de faire une prostatectomie. Tu te rappelles? C'était même mieux que ça, parce qu'un de nos collègues revendiquait 0% d'incontinence dans ses questionnaires après prostatectomie. Il avait plus blanc que blanc quand il était un humoriste célèbre. Ok, très bien. Eh bien maintenant, nous avons une conversation entre ces deux éminents spécialistes. Alors là, à l'ANAMACAP, on a droit au top du top. Donc là, vous pouvez poser des questions et vous aurez des réponses au top de ce que l'on peut faire dans notre doux pays. Vous voulez prendre un peu la parole? Non, merci beaucoup. Je vais juste donner la parole à François pour qu'il amorce les choses un petit peu en disant quelles sont les questions que lui posent le plus souvent les patients. Et puis après, évidemment, ce sera à votre tour d'enchaîner sur celles que vous auriez voulu lui poser si elles n'ont pas déjà été posées avant. Merci Olivier, merci Roland. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'ai compris qu'il y avait des dames qui étaient là. En général, ce n'est pas une assemblée très paritaire, l'ANAMACAP, cher président. Donc, cette année, nous n'avions pas prévu de faire de présentation, mais de faire plutôt quelque chose sous la forme de questions-réponses. Donc, de répondre à tout ce que vous vous posez comme questions autour de l'incontinence. Alors, effectivement, pour amorcer la conversation, on a repris quelques-unes des questions qui viennent le plus sur le forum. Parce que vous savez que beaucoup d'entre vous, et puis d'autres patients qui ne sont pas là aujourd'hui, posent des questions sur le forum qui est ouvert. Et je vous encourage à le faire, puisque l'ANAMACAP me remonte en général les questions qui viennent sur le forum. On avait d'ailleurs fait il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, un petit livret pour répondre à un certain nombre de ces questions. Et c'est vrai que cette problématique de l'incontinence urinaire, à côté de la sexualité, c'est quand même un des gros sujets du cancer de la prostate. Et c'est vrai que si la prostate avait été finalement un bouton sur le front, on ne se poserait peut-être pas toutes ces questions. C'est parce que la prostate est située là où elle est placée et avec ses séquelles potentielles qu'on se pose toutes ces questions sur le traitement et sur les mesures à mettre en œuvre. D'ailleurs, j'ai utilisé un mot qui est important et ça va faire le trait avec la première question. Incontinence, séquelles ou complications? Parce que la sémantique est importante. La première question qu'on me pose, ou la première phrase qui vient,
quand un patient vient à la consultation, d'ailleurs, quel que soit le mode de traitement, parce qu'on associe beaucoup incontinence à chirurgie, mais il y a de l'incontinence après la radiothérapie, il y a de l'incontinence parfois après l'IFU, il y a de l'incontinence après n'importe quel type de traitement, c'est on m'a raté. On m'a raté. Voilà. Alors parfois, je peux vous le dire, avec des patients très, très revendicateurs. Et parfois, la revendication est à la hauteur de la réputation de l'opérateur qui a mis en œuvre le traitement. Je ne citerai pas le nom du chirurgien, mais un jour, j'étais face à un patient qui m'a dit « je vais aller le tuer ». Mais vraiment. Et il le disait sérieusement. Parce qu'il m'a dit « la personne qui m'a opéré, qui est très connue, je suis allé le voir parce qu'il est très connu, il m'a promis que je n'aurais pas de fuite, et j'ai des couches ». Alors, la question, c'est quelle information a vraiment été délivrée, comment elle a été comprise, parce que c'est quoi vous savez, au moment où on délivre l'information sur « vous aurez peut-être des fuites », est-ce qu'elle a été entendue, cette information? C'est-à-dire, elle a été délivrée, mais est-ce qu'elle a été entendue? Parce qu'au moment où on délivre une information, où la préoccupation primaire, c'est « je veux sauver ma peau ». J'ai un cancer. Vous savez, il y aura une séquelle, vous aurez peut-être des fuites urinaires. Oui, bon, d'accord, ça sera probablement temporaire. Ah, ok. Et puis, c'est peut-être 5, 10% ou quelques pourcents. Bon, ça va, je vais passer à travers. Regardez, on vous montre bien des paquets de cigarettes en vous disant « fumez-tu ». Il y a plein de gens qui font la queue dans les tabacs pour acheter des paquets de cigarettes. Ils se disent « peut-être j'y passerai à travers ». Ce n'est pas moi qui l'aurai. Donc, l'incontinence, on se dit « peut-être je vais passer à travers ». Si on voulait délivrer une vraie information loyale, on dirait, écoutez, voilà ce qui peut vous arriver. Vous allez prendre une couche, vous allez verser une bouteille de 500 millilitres d'évian de Vittel ou d'eau du robinet dedans, vous allez passer la journée avec, et puis voilà ce qui peut vous arriver. Et vous allez peut-être vivre comme ça pendant 3 à 6 mois. Donc voilà ce que c'est que de l'incontinence urinaire, et puis là, vous aurez une vraie information éclairée. Je n'ai pas la connaissance que un seul praticien propose ça à son patient. Mais si on voulait un vrai consentement éclairé, une vraie information éclairée, en théorie, ça serait cela. Bon. Est-ce qu'il y a une faute technique lorsqu'il y a une incontinence urinaire? Sur la radiothérapie, on va commencer par la radiothérapie, parce que souvent, quand il y a une incontinence après radiothérapie, on dit on m'a raté, surtout depuis l'histoire d'Épinal, on dit il y a eu une surdose, on m'a probablement surirradié. La réponse, elle est dans la quasi-totalité des cas, non. Il y a probablement, on le sait maintenant, un facteur individuel d'hypersensibilité à la radiothérapie. On ne sait pas encore le déterminer correctement, mais tous les individus n'ont pas la même sensibilité à l'effet des rayonnements. On le sait, c'est d'ailleurs assez intuitif, quand on vous met au soleil, moi, qui ai une peau très brune, comme vous pouvez le voir, j'ai tendance à devenir un peu rouge. Quand on met quelqu'un d'un peu plus brun, comme mon ami le professeur Cusneau, encore que je l'ai déjà vu en Bretagne, rougir un peu. Mais quand on le met au soleil, il va devenir un peu plus mat. Donc les UV n'ont pas le même effet sur la peau. Eh bien, on peut imaginer que les rayonnements thérapeutiques sur les tissus n'aient pas non plus le même effet en fonction de certaines caractéristiques génomiques des patients. Et on le sait maintenant, il y a des travaux scientifiques qui montrent qu'il y a des gènes de radiosensibilité. Et probablement que dans un certain nombre d'années, on n'aura pas une dose unique de radiothérapie pour tout le monde, que certains patients sont sous-traités avec la dose standard, il faudra donner un peu plus de rayons, et d'autres sont surtraités avec la dose standard. Et donc effectivement, pour ceux qui sont surtraités, ce n'est pas un surtraitement d'erreur thérapeutique, c'est un surtraitement de corps qui n'accepte pas les rayons. Donc ce n'est pas une faute thérapeutique. C'est rarissime, il y a eu l'erreur d'Épinal, mais ça ne sert à rien d'incriminer son radiothérapeute, ce n'est pas une faute. Pour la chirurgie, je dirais qu'il y a 3 familles d'incontinence urinaire après la chirurgie. Il y a effectivement de l'incontinence urinaire, c'est la famille la plus rare, bien qu'elle augmente un tout petit peu en ce moment, de l'incontinence urinaire attendue. Je m'explique. On fait maintenant, dans certains programmes thérapeutiques, de plus en plus de prostatectomie pour des tumeurs localement avancées, sur des tumeurs agressives,
ou dans un projet où on dit on va faire une chirurgie un peu extensive associée à de la radiothérapie pour des tumeurs agressives. Et donc là, on sait que la chirurgie va déborder un petit peu la prostate et qu'elle va probablement entamer un peu la région sphinctérienne. Donc je dirais que c'est une incontinence urinaire dont on va quasiment informer le patient avant en disant que voilà, le geste va probablement avoir cette conséquence, mais je n'allais pas dire qu'elle fait partie du projet thérapeutique, mais qu'on peut presque l'anticiper, mais pour des raisons tumorales, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix. Je disais ça augmente parce que c'est une forme tumorale c'est des concepts thérapeutiques qui se développent un petit peu. À l'autre extrême, qui est la plus fréquente, l'incontinence urinaire habituelle après chirurgie, n'est en général jamais une faute thérapeutique. C'est un défaut de cicatrisation interne qui fait que la portion initiale de l'urètre, là où il y a la couture, devient anormalement rigide. Et le muscle qui est autour de l'urètre n'a pas suffisamment de force pour écraser ce tuyau qui devient rigide. Soit le tuyau est totalement rigide et les fuites surviennent toute la journée, dès qu'on met le pied par terre le matin, soit c'est, on va dire, semi-rigide, et le muscle a quand même de la force et ça tient le matin, mais le muscle se fatigue au cours de la journée, et quand arrive l'après-midi, la fin de journée, le piétinement à partir de 18h, 19h, 20h, ça lâche complètement, et en fin de journée, le muscle est épuisé, et là, les fuites surviennent en deuxième partie de journée. Donc c'est une question de souplesse de l'urètre. Pour qu'un urètre puisse se fermer, il faut qu'il soit souple pour que le muscle qui est autour ait la force pour le fermer. Et pourquoi les fuites s'accentuent lorsqu'il y a de la radiothérapie adjuvante après la chirurgie? Parce que la radiothérapie va augmenter la rigidité du conduit urétral. Donc ça accentue le phénomène. Pourquoi est-ce que c'est encore pire quand il y a une sténose? Vous savez, certains patients développent un rétrécissement de l'urètre. Parce que ça accentue encore plus la rigidité. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de fuites dans les suites immédiates de l'opération? Parce que tant qu'il y a les fils de suture, tant qu'on est dans le processus de cicatrisation, la rigidité est beaucoup plus importante. Si vous avez une cicatrice sur la peau, pour d'autres raisons, quand vous la touchez après une opération, c'est toujours très rigide. Et puis avec le temps, les cicatrices s'assouplissent. Vous avez une cicatrice interne au niveau de l'urètre, c'est la même chose. Très rigide au départ, et avec le temps, ça s'assouplit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait le chirurgien, mais c'est aussi un facteur interne de cicatrisation. Et puis dans un petit nombre de cas, oui, ça peut arriver. Ça peut être effectivement une malfaçon. On le voit en endoscopie, le chirurgien a coupé trop bas, et il a coupé dans le sphincter, et il a abîmé le sphincter, mais ce n'est vraiment pas la majorité des cas. Donc la notion de « on m'a raté », c'est finalement une toute petite proportion de complications, et finalement le fait d'expliquer ça retire la colère et le ressentiment et fait que le patient se met plus en ordre de marche pour chercher un traitement, parce que tant qu'on est dans la colère et le ressentiment, finalement on ne cherche pas, on ne met pas ses forces là où on doit les mettre et on ne cherche pas forcément le traitement. Une fois qu'on a évacué cette notion-là, ça va mieux, on se met plus, je dirais, dans la bonne direction. Et c'est pour ça que j'essaie beaucoup d'expliquer ça. Parce que ça rejoint aussi après beaucoup le fait de j'aurais pas dû. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une émission qui est assez connue, qui s'appelle Le téléphone sonne, vous savez, sur France Inter, avec un journaliste qui s'appelle Alain Bédoué. Et donc, je répondais aux questions des auditeurs sur l'incontinence urinaire. Toutes les questions commençaient par « je me suis fait irradier, j'aurais pas dû »,« je me suis fait opérer, j'aurais pas dû »,« j'ai eu une curithérapie, j'aurais pas dû ». Et donc j'ai dit hop, au bout d'un quart d'heure d'émission, j'ai dit on va reprendre les choses là. Parce que tous les patients qui appelaient disaient « j'aurais pas dû me faire traiter ». Ceux qui s'étaient fait irradier disaient « j'aurais dû me faire opérer ». Ceux qui s'étaient fait opérer disaient « j'aurais dû me faire irradier ». Oui, c'est à chaque fois, quand il y a une séquelle ou une complication, on se dit « j'aurais pas dû me faire traiter tel que je l'ai fait ». Et donc après, c'est finalement toute la prise en charge qui est remise en question. Et donc c'est pour ça que ça a un côté extrêmement délétère, même sur la prise en charge globale ensuite de la maladie. Donc c'est pour ça que expliquer le pourquoi du mécanisme, c'est extrêmement important sur
comment dire, la manière de se sortir ensuite de la maladie. Sinon, ça va avoir même des conséquences importantes sur l'acceptation des autres traitements. Alors, je le redis, bien sûr, la combinaison des traitements, bien sûr, augmente de manière exponentielle le risque d'incontinence. Aujourd'hui, la plupart des sphincters artificiels qu'on implante, c'est l'association chirurgie puis radiothérapie. C'est quasiment les 2/3 des sphincters qui sont implantés. C'est la combinaison des deux traitements. Ce qui, moi d'ailleurs, petite digression, me rend toujours un peu hésitant. Là aussi, c'est problème de consentement sur l'indication de radiothérapie adjuvante. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Olivier, mais quand on voit un patient qui est parfaitement continent, qui a bien récupéré, qui est à 2 ans de sa prostatectomie ou 3 ans, qui a un PSA qui remonte mollement, 0,16, 0,2, qui va très bien, qu'on fait un PET scan, on ne voit rien. Et là, paf, on décide de bombarder, bah, je ne sais pas. Alors je sais bien que dans des grandes études de cohorte, on dit c'est super, le PSA va baisser. Alors moi j'ai un biais, parce que comme moi je vois les dégâts, je vois des patients qui arrivent très malheureux parce qu'ils me disent bah, écoutez, moi j'allais très très bien, j'avais récupéré mes érections, j'avais récupéré ma continence, simplement j'ai mon PSA qui est monté un tout petit peu, et puis patatrac, on m'a fait les rayons, et puis là, 6 mois après, je me suis foutu en rétention, on m'a incisé la sténose, et puis depuis, c'est les grandes eaux, j'ai 3 couches par jour, je ne bande plus, et voilà. Donc c'est juste... Oui. Mais à la place, cher François, qu'est-ce que tu fais? J'ai bien évidemment pas une réponse toute faite à ça. Mais je trouve qu'on va parfois très vite en besogne. Et je vais répondre à une question par une autre question ou par une affirmation. En tous les cas, c'est quasiment le seul cancer, à ma connaissance, où on fait une irradiation probabiliste. C'est-à-dire qu'on irradie sans preuve. On fait l'assomption que les cellules sont dans la région anastomotique. Probabiliste. On n'a pas de preuve. On dit, tiens, le PSA remonte, ça doit être là, et on irradie, puisque le PET est négatif. Donc on dit, ça doit être là, et on irradie. Et d'ailleurs, beaucoup de radiothérapeutes, mais je crois que vous le faites cet après-midi avec Toledano, posez-lui la question. Alain, ça, c'est un très bon copain. Posez-lui la question, parce que très souvent, les radiothérapeutes mettent un peu d'hormones en même temps. Donc comme ça, c'est bien, tout le monde est content, le PSA est à 0, et puis on n'en entend plus parler. Donc, en tous les cas, cette question, j'aimerais savoir, en faisant une petite enquête, faites une enquête dans l'association, à combien de patients on a dit, au moment de la radiothérapie adjuvante, on va vous irradier, attention, ça peut décompenser vos troubles fonctionnels. Autant on le dit quand même avant d'opérer, parce qu'on a commencé la conversation par ça tout à l'heure, mais à combien de patients, au moment d'un changement de stratégie thérapeutique ou d'une thérapeutique adjuvante, on a dit aux patients, attention, vous avez un bon résultat aujourd'hui, vous avez récupéré, quasi totalement ou presque totalement, mais ça peut se décompenser. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on n'attend pas, parce qu'on fait plein de surveillance active, après tout. On fait de la surveillance active au départ, et là, on peut peut-être se donner 6 mois, 1 an et demi, enfin, on a peut-être le temps. J'en sais rien. Enfin, voilà, tiens, Olivier. Non, mais je crois que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, on est dans une ère aussi où l'imagerie a complètement changé, et on ne doit plus traiter de façon probabiliste quelque chose que l'on ne voit pas. Parce que même dans l'autre sens, en fait, vous pouvez très bien avoir une maladie qui récidive, et puis vous allez traiter à côté, en fait. Donc, d'une part, vous avez les inconvénients du traitement, et ça ne va rien changer, en fait, à l'évolution de la maladie par ailleurs. Et donc, aujourd'hui, les récidives, il y a l'imagerie avec le PS4, PSMA qui est très performant, et les vraies récidives locales visualisées, elles peuvent être traitées spécifiquement. Le traitement, je dirais, à l'aveugle et en termes de probabilité n'a plus sa place pour moi aujourd'hui. Enfin, moi, Roland, je peux te dire qu'à titre individuel, je n'ai pas de cancer de prostate, mais je peux te dire que j'aurais un PSA à 0,2 avec un PSMA négatif, et je serais continent et j'aurais des érections, il faudrait courir vite pour m'attraper.
Exactement la même question avec ce PSA à 0,2. Il a la réponse maintenant. Très bien. Merci, messieurs. D'autres questions? Allons-y. Oui, bonjour à tous. Je voudrais revenir sur le côté chirurgie de la prostatectomie. Certains d'entre nous n'ont pas pu bénéficier du robot d'Avinci, etc., qui ont été opérés d'une certaine méthode ancienne, on va dire. Et est-ce que le robot, maintenant, actuellement, permet d'avoir véritablement une grande précision concernant ce que vous avez évoqué? Et comment dirais-je, est-ce qu'on peut éviter d'avoir ces problèmes-là si véritablement on est super bien opéré par ça? Parce que le robot, avant qu'il arrive, il y avait des manipulations compliquées. On a souvent dit d'ailleurs que c'était pour le confort du chirurgien, etc. Il fallu former bien sûr ces chirurgiens à l'utilisation de ce robot. Maintenant, je pense qu'ils le maîtrisent parfaitement. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a réellement fait baisser le problème de la continence? Entre autres, hein, parce que je ne parle pas des nerfs pour la sexualité, etc. Bon, voilà. Mais c'était la question que je voulais poser, parce que pendant longtemps, on n'a pas mis le robot. C'était ceux qui en étaient équipés, c'était bien, mais bon, on ne connaissait pas véritablement l'efficacité de ce système. Alors, j'aimerais qu'on puisse maintenant dire, oui, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est pas que je vais me faire réopérer, bien sûr, mais voilà quoi. Moi, j'ai eu droit à la celluloscopie, hein, et puis d'autres ont eu droit à l'ouverture complète. Bon, voilà, c'était la question. Ok. Alors le robot, moi je le dis d'autant plus facilement que je ne fais pas cette chirurgie, hein, parce que moi je ne fais que la réparation, mais le robot a indéniablement diminué le risque d'incontinence urinaire et a raccourci le délai avec lequel les patients récupèrent la continence en post-opératoire. La célioscopie, c'était également vrai pour les hyper-experts. Le robot a permis une forme de démocratisation de la célioscopie, c'est-à-dire que c'est plus facile, le robot, ça donne un accès plus simple à la laparoscopie, à la chirurgie endoscopique. Mais le robot, indéniablement, je pense par deux facteurs, la qualité de l'image, et la précision, mais également du fait de la qualité de l'image et de l'abord, la réduction de la coagulation. C'est-à-dire que moi, quand je vois mes collègues qui font ça, ils utilisent très très peu le bistouri électrique dorénavant pour faire des coagulations. Ils ont des gestes très précis et des micro-coagulations. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la qualité de la couture et des coagulations dans la région de la couture, donc une cicatrisation de l'urètre qui se fait de manière beaucoup plus physiologique et avec moins de fuites urinaires autour de l'urètre, moins de fibrose due à de l'hypercoagulation et donc moins de risque de cicatrices un peu hyperplasiques. Il y a moins de sténose. Donc oui, indéniablement, il y a un avant et après. Je l'ai vu de manière macroscopique. Je consulte à l'Institut Montsouris pour voir tous les problèmes d'incontinence de l'Institut. Ça fait des années, parce que je travaille avec eux depuis quasiment 20 ans. Et j'ai vu cette évolution dans le temps à Montsouris, entre le moment où ils sont passés de la chirurgie ouverte, puis à la cellio, puis au robot. Et il y a véritablement un changement. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, la plupart des patients qu'on implante pour des incontinences sévères, c'est les patients irradiés. Enfin, prostatectomie plus radiothérapie. Le facteur de décompensation, c'est la radiothérapie adjuvante à la chirurgie. Mais sphincter artificiel pour une prostatectomie seule, c'est devenu rare. Dans le même temps, mais ça vous concerne moins, on voit revenir les sphincters artificiels pour chirurgie de l'adénome de prostate, puisque les urologues développent des nouvelles techniques, dans la technique de l'énucléation des prostates au laser,
il y a eu une courbe d'apprentissage, et ce qui fait qu'il y a des sphincters qui sont passés à la trappe, voilà, pour la technique de HoLEP, qui est l'énucléation de l'adénome. Donc on remet des sphincters pour des adénomes, mais on en met moins pour des ablations de la prostate. Il y a eu un mouvement de balancier, sauf quand il y a eu des rayons. Quand je dis que c'est plus de 50%, c'est quasiment 60-70% aujourd'hui sont des patients dans les nouveaux sphincters, parce qu'après il y a des changements, mais dans les nouveaux sphincters, c'est des irradiés. Prostatectomie plus radiothérapie. Ouais. Non, dans le robot, indéniablement, il y a eu un effet bénéfique. Question suivante. Bon, moi, je n'ai pas de question pour l'instant. C'est une première observation par rapport à l'annonce de la technique employée pour traiter l'incontinence. Alors, je voudrais saluer la pédagogie du professeur Hab en la matière. Il m'a expliqué. Rappelez-vous, vous m'avez dit, moi, j'ai jamais rééduqué un tuyau de poil. Parce que j'avais fait une séance. Voilà. Bon, j'aurai d'autres questions après, mais quand vous aurez poursuivi. Merci. Question suivante. Attendez, s'il vous plaît. Allô ? Donc, au début, vous avez parlé des rayons, là, justement, des rayons et de la sensibilité aux rayons en fonction des personnes. Mais il y a 2 ans, je me rappelle, on était au ministère, enfin, la salle des sciences, là, enfin, pardon ? La maison de la chimie, voilà. Et j'avais parlé je crois que c'est le professeur App qui avait fait un dosage. C'est pas vous alors, non, c'est un autre de Montpellier. Je le connais bien, le professeur App, je le connais bien. Oui, non. Alors peut-être je me trompe parce que ça fait, voilà. Enfin, j'ai les documents dans l'ordi, mais il prenait un dosage pour savoir si le patient allait être sensible aux rayons ou pas. Oui, grâce à un dosage dont je ne me souviens plus le nom, mais vous devez être au courant. Et il y a 2 ans, j'en avais parlé et on m'avait dit que ce n'était pas possible. Et j'en ai parlé au radiothérapeute aussi avant la radiothérapie, que je n'ai pas fait d'ailleurs. J'en ai parlé de ça aussi. Il m'a dit non, ce n'est pas nécessaire et tout. Alors, au bout d'un moment, on ne sait plus à quel sein se vouer, quoi. Il existe en effet un test qui est développé par une société qui s'appelle Novagray, qui utilise les lymphocytes du sang pour voir s'il y a une hypersensibilité à la radiothérapie. Ce test a été validé pour le cancer du sein, en fait. Pour le cancer de la prostate, il n'est pas encore aujourd'hui validé ou remboursé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas validé. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas valable ? Ou est-ce qu'il n'est pas validé parce que ça fait des frais supplémentaires ? Vous voyez ce que je veux dire ? On se demande... Il n'est pas validé parce qu'il n'a pas rempli toutes les conditions. Et son bénéfice par rapport, par exemple, au fait que les gens soient diabétiques ou autre, enfin, de tout un contexte aussi fait que sa valeur prédictive n'est pas excellente. Cet après-midi, vous avez un radiothérapeute qui connaît bien toutes ces questions. Discutez-en avec lui. Il y a Alain Toledano qui vraiment est très, très, très innovant sur toutes ces questions. N'hésitez pas à lui poser ces questions. Bonjour. Madame, allez-y. Une dame, Bon. chouette. C'est une question de la part de mon mari qui n'a pas pu venir. En cas d'incontinence lourde, après une incision cervico-vésicale nécessitée par les effets secondaires d'une radiothérapie de rattrapage, récidive après prostatectomie radicale, que conseillez-vous ? Pose de bandelettes, greffe de la peau avec la muqueuse de la bouche ou autre chose ? Bon, alors, d'abord, on ne fera jamais une proposition sur un cas particulier, vous vous en doutez bien. Voilà. Alors, ce qui est certain, d'une manière générale, et ça, c'est un point très important, quand il y a une complication, on va dire, urétro-prostatique après radiothérapie de rattrapage, le geste qui doit être fait pour déboucher, si j'ose dire, doit être fait par un expert. Parce que ce geste doit être fait de manière extrêmement prudente. Il arrive qu'un patient a eu une radiothérapie, même s'il n'y a pas eu de prostatectomie, hein, on a fait une radiothérapie, et puis il y a l'adénome de prostate qui gêne un peu.
Si le pauvre malade, on lui fait une résection de prostate classique, c'est l'incontinence assurée. J'ai vu l'autre jour un pauvre monsieur qui a eu ce cas de figure, il a eu une radiothérapie, il va dans un hôpital, voilà, pourtant un peu réputé, et on lui fait un OLEP, parce que c'est la technique à la mode. L'OLEP, c'est l'énucléation de la prostate au laser, donc on lui fait un bel évidement. Ah, l'opération est magnifique. Enfin voilà, on lui a fait tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que comme il a un urètre rigide et un sphincter rigide, comme on lui a fait un bel évidement prostatique, ben, il est totalement incontinent. D'accord ? Donc on ne traite pas de la même manière un obstacle urétro-prostatique chez un patient irradié et chez un patient qui n'a pas eu de radiothérapie. C'est vrai aussi pour la curithérapie, c'est vrai aussi pour les ultrasons focalisés, a posteriori. Donc quand on doit traiter une obstruction après ce type de traitement, elle se traite, c'est du cousu humain. On ne doit pas, comme je dis, forcer son talent. On cherche juste à déboucher à minima, parce que sinon, c'est l'incontinence assurée. Après, le traitement à mettre en œuvre dépend de l'importance des fuites et est-ce qu'il reste une sténose résiduelle ou pas. Donc les techniques si l'incontinence est importante, la seule option, ça sera la mise en place du sphincter artificiel de toute manière. Après, vous faites allusion, vous mentionnez les greffes de peau, ça s'adresse uniquement s'il y a un rétrécissement de l'urètre. C'est pas du tout pour la même chose. Donc ça, c'est pas une technique de continence, c'est une technique de traitement de rétrécissement. C'est deux choses différentes. Et les bandelettes ne peuvent pas traiter une incontinence urinaire sévère. Les bandelettes, ça s'adresse aux incontinences urinaires d'intensité moyenne à modérée, a fortiori s'il y a eu de la radiothérapie. Donc dans une incontinence sévère chez un patient irradié avec sténose, on est beaucoup plus sur un sphincter artificiel, voilà, qui est la technique normalement de référence. Encore deux questions pour l'incontinence et ensuite on passe à la santé intime avec le docteur Bondil. Oui, bonjour monsieur le professeur. Je voudrais savoir si la succession d'un traitement par irradiation après un traitement focal, par exemple l'électroporation, entraîne les mêmes inconvénients que ceux dont vous avez parlé tout à l'heure à propos d'une prostatectomie à laquelle succède une irradiation. Alors c'est moins. Quand vous avez un traitement focal type électroporation, il y a beaucoup moins d'agression prostatique. Donc les traitements focaux sont beaucoup moins agressifs pour le tissu urétral, donc qui passe au sein de la prostate. Et donc vous faites quasiment une radiothérapie sur tissu vierge quand il y a électroporation. IFU, c'est différent. Mais si vous faites une radiothérapie après électroporation, c'est comme si c'était une radiothérapie primaire. Donc on retombe à peu près dans les mêmes risques. Ce n'est pas du tout comme une radiothérapie adjuvante après chirurgie. Donc on est sur un risque moindre. C'est le cas à peu près pour tous les traitements focaux. C'est pratiquement ça pour la cryo. C'est pratiquement ça pour le laser interstitiel, parce que c'est vraiment des traitements qui ne concernent pas la totalité de la glande, qui restent un peu à distance de l'urètre. Donc normalement, la radiothérapie, si elle est faite derrière, ne met pas trop de surrisque. Ça fait partie du cahier des charges des traitements focaux. Efficacité moindre, mais pas de morbidité. Normalement, dans les traitements focaux, l'urètre n'est pas trop concerné. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je voulais avoir des informations concernant la prévention. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'incontinence pouvait être liée à différentes raisons, notamment les réactions musculaires par rapport à l'urètre. Dans le cadre d'une démarche de prévention, au cas où il y aurait prostatectomie ou radiothérapie ou autre chose, quelles sont vos recommandations de façon à améliorer la résistance musculaire des personnes concernées? La seule chose qui a été proposée et qui peut être faite, il y a quelques études qui ont montré que ça avait un intérêt, c'est de faire de la rééducation préopératoire ou préthérapeutique pour muscler le périnée. En fait, ça ne change pas le résultat final, ça accélère la récupération post-opératoire, puisque du coup, le patient a la maîtrise des gestes et de la contraction périnéale d'emblée en post-opératoire, alors que débuter la rééducation en étant, j'allais dire,
vierge de tout apprentissage en post-opératoire, c'est toujours plus difficile d'acquérir une bonne gestuelle alors que le corps a déjà été malmené. Donc c'est mieux d'apprendre alors qu'on n'a pas encore été traité d'une quelconque manière sur un corps sain, si j'ose dire, pour pouvoir ensuite, immédiatement après l'opération, commencer à faire ces exercices de rééducation. Mais ça va plus être, au bout du bout, le résultat est le même, mais simplement vous arriverez plus rapidement à votre 100% de récupération que quelqu'un qui n'aura pas fait ce travail-là. Mais il n'y aura pas moins de risque final. Donc la démarche de prévention ne peut, a priori, d'après ce que vous dites, être à envisager simplement avant l'opération et non pas avant même que l'on sache si on va être opéré. À savoir, y a-t-il des techniques de musculation, de travail du périnée, d'alimentation, que sais-je Non, c'est juste avant l'opération. Chez l'homme, il n'y a pas grand-chose. Chez la femme, c'est un peu différent. Mais chez l'homme, il n'y a pas grand-chose. D'accord, merci. Là-haut. Oui, moi, je ne voulais pas non plus poser une question, mais dire que dans un opuscule auquel le professeur Ab a participé, on parle de la durée de vie d'un sphincter urinaire artificiel. Je reprends mes termes. Il me l'a vendu pour 6 à 7 ans. J'en suis à la 16e année. Félicitations. Merci. Dernière question peut-être pour moi, et après on passe quand même au docteur Bondil. Quel est le futur, cher professeur Ab? Est-ce qu'il y a un sphincter électromagnético-révolutionnaire? Le futur, c'est une thérapie génique qui traitera le cancer sans opérer, non? C'est ça, non? Non, il y a plusieurs produits en développement. On avait fait venir ici Pierre Moser l'année dernière avec le sphincter français. Il y a 3 autres produits, donc il y en a 4, qui sont en cours d'évaluation. La route est encore longue, puisqu'on est dans les toutes premières implantations. Donc la route est encore très longue avant que ces produits soient mis sur le marché. Il y a des questions en mauvais français, de safety qui sont encore posées. Vous savez que c'est pas innocent quand un produit comme le sphincter artificiel AMS 800 est sur le marché depuis plus de 30 ans. C'est exceptionnel. Hein, qu'un dispositif un DMI, comme on dit, un dispositif médical implantable, n'ait pas été remplacé depuis presque 40 ans maintenant. Ça veut dire que c'est pas rien. C'est ce que, sans trahir de secret professionnel, le dispositif de Pierre Moser a reçu une dotation de la BPI, donc vos impôts, les miens, récemment, et je trouve que j'étais l'expert pour ce dossier. Et je leur disais qu'ils critiquaient beaucoup la MS 800 dans leur demande d'investissement. Je leur ai dit, faites pas ça. Quand un dispositif est sur le marché depuis 40 ans, on ne le critique pas. On regarde ce qu'il a fait et on regarde comment on fait pour améliorer les choses. On ne critique pas quelqu'un qui rend des services depuis 40 ans. On dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour faire un peu mieux que quelqu'un qui est là depuis 40 ans. C'est pas pareil quand un truc merdouille depuis 2 ans, on dit, bon, bah, c'est de la merde, on va faire mieux, quoi. Voilà. 40 ans, c'est pas rien. On respecte ça. Bon. Donc, ils ont des questions de safety parce que le sphincter AMS 800... Vous savez, la première question qu'on me pose, d'ailleurs c'est souvent les femmes qui accompagnent les messieurs qui me posent la question, qu'est-ce qui va se passer s'il tombe en panne? Parce qu'il y a toujours cette crainte sur un sphincter artificiel de la perte du contrôle du corps, la perte de maîtrise. Je ne maîtrise plus mon corps et a des besoins essentiels qui est le besoin d'uriner. Ben, le sphincter artificiel, il a ce truc génial, c'est quand ça tombe en panne, ben, au pire c'est des fuites qui reviennent, puisqu'en fait c'est un pneu le sphincter artificiel. Donc un pneu, quand ça se crève, ça se dégonfle. On n'a jamais vu un pneu se mettre à se gonfler. Donc quand ça se crève, ça se dégonfle. Ben, sauf que les sphincters électroniques, c'est l'inverse. C'est un moteur qui commande l'ouverture. Or un moteur, vous avez tous eu une voiture dans votre vie, ben, ça peut tomber en panne un moteur. Alors quand je leur ai posé la question aux ingénieurs brillants qui fabriquent ce sphincter électronique, ou ces sphincters électroniques, parce qu'ils ont tous la même problématique, qu'est-ce qui se passe si le moteur tombe en panne? On m'a répondu pour l'instant, ben non, c'est fiable, ça ne tombe pas en panne. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai vu des fusées dans lesquelles on met beaucoup d'argent, qui se sont écrasées, donc vous allez mettre en place quand même une garantie, une procédure de safety, parce que moi, si j'ai un patient qui est en voyage en train de faire son trek au Népal, et le moteur est en panne parce qu'il n'a pas supporté l'altitude, j'aimerais savoir ce que va faire mon patient. Et donc voilà. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des dispositifs, voilà, c'est innovant, ça va être des sphincters 2.0, ça va répondre à quelque chose de nouveau. Ils vont y arriver,
C'est certain, et d'ailleurs on leur a fait confiance, on leur a donné plusieurs millions d'euros pour qu'ils y arrivent. Mais voilà, la route est encore longue, mais ils vont y arriver. Je voulais poser une petite question. Non. Il y aura à nouveau une bordée de questions. Un peu de discipline. Mettez des questions sur le forum. Vous savez qu'avec moi, c'est la discipline. Donc, maintenant... Même moi, je fais attention.